Bonjour. Est-ce que tu peux me donner et donner à nos auditeurs ton nom, ton prénom? Mon nom, c'est Zvika. Je pense que oui, c'est le seul nom que je porte, oui. Et quel âge as-tu? 66 ans. Et j'espère aller jusqu'à 120 ans. Non, j'y crois pas. Mais à l'époque où tu as commencé à raconter, ce qui était vers les années 70, le renouveau du conte, tu avais quel âge? Oh, je pense que j'avais oui, 16, 17 ans, hein, ou quelque chose comme ça, oui, oui, oui. C'est arrivé en même temps que la découverte du surréalisme. Alors, d'un côté, j'écrivais des poèmes, et de l'autre côté, j'avais eu une rencontre, même à mon âge, avec Marcel Béalu, qui était un signataire du manifeste du surréalisme, et en même temps qui avait une librairie au quartier latin et qui avait écrit de fameuses histoires de contes comme l'araignée d'eau. Et tu vivais dans quelle région? À Paris, à ce moment-là. Tu n'avais donc aucune formation à ce métier-là, Ah non, officielle. non, 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 aucune formation. Et tu n'avais pas un bagage artistique, par ailleurs. Non, je pense pas, non. Non, 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 non. J'avais déjà assez de choses à porter, si tu veux. Et tu avais quand même préparé un métier? Ou fait des Alors, études? quand j'ai commencé à l'époque dont je te parle, j'étais encore au lycée, hein, bien sûr, hein. Et, et, et donc, ensuite, j'ai fait des études d'économie, puis d'architecture, et puis c'était comme dans la continuité d'aller à l'école, tu sais, à l'époque comme ça, on va à l'école, mais en fait, je n'ai gagné ma vie qu'en racontant des contes. Et dans ces années 70, entre 70 et 80, qu'est-ce qui, pour toi, représente ton premier contact avec ce renouveau du conte, avec un événement? Non, à ce moment-là, non, pas un événement, puisque je racontais je racontais déjà des contes, hein. Et puis, sur la fin des années 70, j'ai été à l'armée où j'ai été heureusement réformé. Je me rappelle que dans la litière générale, je racontais des contes le soir à tous les gens qui étaient là, et ils voulaient leurs contes le soir, même s'ils avaient bu leur bonne bière. Comme quoi, le conte peut intéresser tout le monde et tous les publics. Faut-il encore les faire venir à soi et ensuite les emmener et ensuite se laisser aller avec eux? Dans la chambrée. Dans la chambrée, ouais. Est-ce que tu avais vues, par exemple, à la radio ou à la télé, des gens comme Chabrol, Oui, André Voisin? oui, oui, Chabrol, oui. André Voisin, non, j'ai lu quelques recueils, mais je le connais pas. Mais la personne que j'ai rencontrée aussi, qui a fait que j'étais intéressé aussi par la poésie, et de voir qu'on pouvait vivre aussi du conte et de la poésie, pourvu que c'était un monsieur qui s'appelle Jean-Marc Tenberg, quoi. Et bien sûr, je l'ai rencontré aussi parce qu'il était originaire de la même ville que mon père en Pologne, t'imagines? Donc la rencontre s'est faite beaucoup plus facilement, et moi j'étais là apeuré d'aller voir quelqu'un qui pouvait faire vibrer je ne sais combien de personnes en racontant simplement La cigale et la fourmi. Il racontait les fables de La Fontaine. Il a raconté les fables de La Fontaine, je crois. Il a aussi dit Prévert, il a dit beaucoup de poètes, et même de poètes très anciens. Je crois si mes souvenirs sont bons, il a aussi raconté et conté la culture grecque, ou ancienne, si mes souvenirs sont bons. Oui, je pense que oui. Est-ce que tu avais participé aux rencontres de Vannes? Oui, bien sûr, oui, oui, je suis allé là-bas, à Vannes, oui, où j'ai rencontré
le théâtre à bretelles, Donagan et Évelyne Sévin, pardon, qui était bibliothécaire, je crois, je ne me rappelle pas. À Clamart. À Clamart, voilà. Effectivement, et il y avait d'autres personnes peut-être. Il y avait, oui, il y avait un monsieur qui racontait des contes algérien, me semble-t-il. Je ne me souviens absolument pas de son nom. Mohamed Belalfaoui, peut-être. Non. Ahmed. Ou Ahmed Bouzine. Non. C'était déjà un vieux monsieur. Je pourrais vous le retrouver, mais dans mes vieux papiers. Et est-ce que tu peux nous parler d'un événement auquel tu as vraiment participé à cette époque, festival ou... Alors à ce moment-là, bon, je sais qu'ensuite j'allais à droite à gauche, hein, je veux dire, hein, je partais un peu partout dans la France, jouer dans les bibliothèques, c'est-à-dire que comme ça devenait un petit peu la mode, j'avais le catalogue des bibliothèques qu'on recevait du ministère de la Culture, et puis c'était je prends le téléphone, je téléphone, j'envoie ma petite documentation, je fais mon baratin par téléphone, ou alors dans la région parisienne, j'y allais carrément. Et ça m'arrivait de raconter en direct une histoire pour vendre mon travail, et je vendais comme ça mon travail. Mais je n'ai pas participé particulièrement à un événement à ce moment-là. Si, j'ai participé à la première fête de l'enfance, je crois le premier festival de l'enfance en 79. Mais là, ça n'avait rien à faire avec les contes, c'était le festival de la jeunesse. Et je crois qu'il y a eu le premier festival mondial des spectacles pour enfants qui se passait à Belfort. Voilà, ça me remonte, mais je n'ai pas apporté mon bouc, alors je ne me souviens pas, il aurait fallu me le demander. Ce mot « renouveau du conte » est apparu pour la première fois au colloque des ATP en 89. Ce sont en partie les scientifiques qui l'ont retrouvé, qui ont inventé ce mot. Est-ce que tu y as participé ? Non, pas du tout. Et puis alors je ne comprends pas de quoi il parle quand il parle du renouveau du conte alors que le conte n'était jamais mort. Je veux dire, non seulement il n'était jamais mort, mais la publicité s'en était emparée parce que les gens adoraient ça. Donc les gens collectionnaient, et peut-être à une occasion, puisque je fais une exposition bientôt, enfin, qui a été reportée à cause du Covid, où on voit des cartes postales que les gens collectionnaient, où il y avait tous les contes de fées, tous les contes de Perrault, les contes de Grimm, tout ce que vous voulez, que ce soit dans les tablettes de chocolat, les grands magasins à Paris comme le Printemps et je ne sais plus quel autre publiaient en carte postale les contes avec le texte. Donc les gens continuaient de connaître les contes de Perrault en particulier. Je ne comprends pas ce qu'ils disent en renouveau du conte, sauf s'ils veulent dire qu'à ce moment-là, il y a des gens qui allaient vivre en racontant des contes. Parce qu'il n'y avait pas de renouveau, puisqu'ils ne cherchaient pas non plus, à inventer de nouvelles choses ou à transmettre des choses qui pouvaient être différentes, c'est-à-dire à transmettre aussi une moralité différente. Peut-être qu'on aurait pu raconter d'autres choses ou d'autres contes ou des contes qu'on aurait eu envie de faire vivre aujourd'hui et des choses parce que la vie a un peu changé. Hein. J'ai toujours cette provocation en disant, vous savez, dans Blanche-Neige, il y a de la pédophilie. Alors on me regarde comme ça et les gens ils cherchent. Et je leur dis, vous voyez, vous ne connaissez pas Blanche-Neige. Alors je recommence depuis le début et je leur explique là où est la pédophilie dans ce conte. Et je leur explique aussi que l'enfance n'existait pas. On ne considérait pas vraiment les enfants comme des enfants et que très tôt, ils allaient travailler. Sans compter, on peut se demander ce qui pouvait se passer, pardonnez-moi, dans les lits fermés de certaines régions de France. Est-ce que tu as rencontré des scientifiques, Geneviève Calam-Griol, Suzy Platiel, des gens comme ça ? Non, j'ai rencontré Marc Soriano qui a marqué beaucoup ma
vie. Je l'ai rencontré pour la première fois justement à Vannes, hein. C'est là que je l'ai rencontré, et qui était un chercheur qui s'est beaucoup intéressé aux contes de Perrault, et donc qui a écrit un livre très documenté sur les contes et sur les origines de ces contes, sur le rôle de ces contes, sur le travail qu'a fait Perrault, la manière dont il a écrit ou réécrit ces contes, ce qu'il y a apporté aussi à l'intérieur, et cette rencontre pour moi a été essentielle. Et déjà, il y avait quelque chose qui me gênait un peu dans les nouvelles publications qu'il y avait sur les contes. Alors d'un côté, à cette époque, on avait l'école des loisirs qui commençait à se développer et à donner la possibilité à des artistes de dire des choses différentes dans les livres pour enfants. Et en même temps, on voyait un renouveau des contes qui ne faisait que raconter des contes qui étaient anciens, sans jamais comprendre peut-être ce qu'il y avait dedans et être porteur de ce qu'il pouvait y être. Je vous demande pardon de dire cela, mais j'aimerais rappeler que contrairement à un comédien qui joue un rôle de salaud dans un film, c'est pas lui qui est le salaud, c'est le rôle qu'il joue. Alors que le conteur, quand il raconte des histoires, il a décidé de raconter quelque chose où il y aura une morale au travers ce conte. Donc c'est un petit peu différent, même s'il va jouer le comédien, c'est-à-dire s'il va jouer les personnages jusqu'au bout pour amener les gens, parce qu'il y a un rythme musical dans le conte, il y a qui existe et qui fait qu'on lâche l'attention du public, on la reprend, on lâche l'attention du public, on la reprend. C'est-à-dire que ça s'écrit comme s'écrivait une pièce de théâtre. C'est pas hasard s'il y avait des actes et des scènes où on laissait les gens respirer à l'intérieur des histoires. Et les publications, je veux dire les journaux de l'époque autour du conte, comme Dire, Vivier du conte, et les cahiers de littérature orale, tu as connu? Je sais que ça existait, mais simplement comme ça, quoi. On m'a jamais demandé d'y participer, on m'a jamais demandé de faire quoi que d'y venir, quoi. Il faut dire aussi que rapidement comment dire, j'ai parlé du lien qu'il y avait aussi entre l'écriture et l'oralité, et que l'un ne pouvait pas rejeter l'autre. Il n'y a qu'à voir la poésie, puisque c'est de l'écriture qui est faite, qui est de l'écrit, mais qui est faite pour être dite, mais aussi pour être lue, donc ça ne s'opposait pas. Et ma culture, donc la culture juive, je veux dire, on a toute notre tradition orale qui est écrite, et l'écriture est quelque chose d'extrêmement extrêmement importante. Donc, et il y a quelque chose dans cette grammaire qui fait que, par exemple, le lien qu'il y a entre la chose et la parole, c'est le même mot en hébreu, par exemple. Mais la forme, je dirais, comment dire, la forme passée du mot parler ou davar, davar c'est une chose, et il y a comment dire, il y a un mode grammatical qu'on appelle le piel, qui est la force intensive de quelque chose, et qui fait que la parole c'est le même mot, mais sur la forme medaber. Ce qui veut dire que aussi, pour qu'il y ait parole, il faut absence de la chose. Je vais revenir aux années 80-92, on les a appelées les années langues. Est-ce que pour toi ça a eu une importance dans ce renouveau ou Ça a eu une importance dans le développement de mon travail, puisque à ce moment-là, le travail s'est multiplié. C'est surtout comme ça que je l'ai vécu, hein, puisque je vivais du conte, et j'en vis encore, je veux dire d'une manière directe et indirecte, mais je veux dire, il y a eu beaucoup plus de boulot un peu partout. Quelquefois, on nous faisait venir, comme je dis, pour une semaine ou 15 jours, avec 3-4 spectacles par jour, bien accueillis. Donc on avait toutes les écoles de la ville qui passaient, etc., avec des programmateurs, mais
qui faisait venir plutôt un spectacle pour enfants qu'un conteur. Donc il faisait venir toutes sortes de spectacles différents. Donc il avait sa programmation de la marionnette, sa programmation du conte, sa programmation du petit spectacle pour enfants, sa programmation musicale avec Henri Dess, par exemple. Enfin, et, mais je l'ai senti surtout de cette manière-là, plus que de l'intérêt juste porté pour le conte. Et donc là, tu parles d'un public enfant. C'est ce public vers lequel tu allais toi, ou c'est ce public par rapport auquel tu avais du travail? Il y a cela, c'est-à-dire que c'était le public d'abord pour lequel il y avait beaucoup de travail. C'est-à-dire que les gens ne considéraient pas qu'il pouvait y avoir des spectacles pour adultes entiers qui soient comme ça. C'est-à-dire qu'on ne prenait donc pas le conteur comme quelqu'un qui pouvait tenir une salle avec des adultes et des intéressés, puisqu'il arrivait même de temps en temps où on le voyait avec les comités d'entreprise, qui étaient aussi très armés d'argent, puisque cette époque-là et l'époque d'avant, des années 70, où il y avait beaucoup de travail, il y avait très peu de chômage, il y avait donc beaucoup d'argent dans les comités d'entreprise. Il y avait le spectacle pour enfants, les enfants qui étaient installés, 120, 130 enfants, etc., les lumières, tout le matériel, et derrière la bande de parents qui continuaient à discuter, et de temps en temps c'était difficile de leur demander juste de ne pas parler ou de sortir parce qu'il se passait quelque chose. Donc il y avait cette déconsidération aussi du spectacle pour les enfants, quel qu'il soit, du conte, et les gens n'écoutaient pas donc ces contes-là. Et donc j'en suis arrivé donc au spectacle pour enfants. Et en même temps, en ayant des enfants à élever, j'ai eu envie aussi de raconter un certain nombre de contes qui allaient s'adresser à eux ou à leurs parents. Et donc j'ai écrit aussi bien des contes sur le désir de paternité, ou peut-être à un autre moment on pourra en parler, ou des contes par exemple sur le pipi au lit, la peur de la nuit, le deuil. Et je suis tombé à ce moment-là sur un psychanalyste qui a utilisé mes contes à des fins thérapeutiques, mais moi c'était pas mon job, et donc je n'ai pas travaillé avec lui. Tu te sentais plutôt considéré comme un artiste ou comme un transmetteur? Ou les deux? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que j'aurais pas pu faire un autre métier, ou si, j'aurais certainement pu faire un autre métier. Je veux dire, s'il a fallu simplement manger, nourrir sa famille, parce que bon, il n'y a pas de honte à faire quoi que ce soit. Et je le dis, hein, pour ceux qui vivent mal de leur travail, ils peuvent aussi travailler à côté. C'est pas ça qui les fera mourir. Ils seront moins considérés. C'est vrai qu'il faudrait pas qu'ils le disent à n'importe qui, parce que les gens diraient: ah, tu vois, tu fais ceci, cela. Quelquefois, on n'a pas de travail parce que les gens restent chez eux, ne se font pas connaître. Donc, il n'y a pas de souci pour avoir du travail, ils n'en auront pas. Et je suis un transmetteur. J'en sais rien. Quelqu'un qui joue sur scène, j'en sais rien. Si les gens qui doivent dire si je suis un artiste ou pas, ou un transmetteur, c'est pas moi. D'accord. Dans quelle sorte de lieux tu allais? Quels étaient les lieux qui étaient investis? Alors j'allais travailler aussi bien dans les écoles maternelles, les écoles primaires, les collèges, les bibliothèques, bien sûr, bibliothèques municipales avec leur fameuse heure du conte. Je le dis là comme ça, mais bon, si quelqu'un me dit: ah, tu viens à l'heure du conte, bah oui, je viens. Il appelle ça comme il veut. Les maisons de la culture, les MJC, les foyers ruraux, n'importe où. Et est-ce qu'il y a eu des lieux insolites? Oui, j'ai travaillé dans des troglodytes, des maisons troglodytes. Et ça, c'était rigolo parce qu'il y avait un son qui était donné.
Et en plus de ça, ces maisons ont été bâties après, c'était d'anciennes carrières, hein, tu sais, donc on avait pris de la pierre et, pour construire des monuments comme à Paris, dans la région où j'habite aujourd'hui, et des synagogues, puisqu'on me faisait venir, alors ça me faisait toujours rigoler quand on me mettait à la place du rabbin pour raconter des contes et des histoires, et dans des églises. Ça, c'était encore mieux. Et plus drôle, hein. Et dernièrement, justement, pour la ville de Cergy, j'ai écrit l'histoire de... bah tiens, j'ai oublié son nom, hein, c'est quand même extraordinaire. Je ne me souviens pas, alors que ça s'est fait il y a quelques, je sais pas, 2 mois, Saint-Christophe. Voilà, on m'a demandé, on est venu vers moi pour écrire la légende de Saint-Christophe. Donc j'ai écrit cette légende. Si vous voulez l'écouter, vous pouvez toujours aller sur le site de la mairie, mais c'était une commande, c'était rigolo, voilà. Et par rapport au réseau professionnel, qui est-ce qui programmait les compteurs? Ou est-ce que c'était les lieux? Oui, 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 bien sûr, oui, on était. Alors, les bibliothèques, alors on commençait à avoir un budget pour faire venir des compteurs. Sinon, c'était la ville avec le service culturel qui utilisait les lieux. Donc, en général, c'était ou les écoles, mais dans le cadre des écoles, il y avait toujours un moment donné où c'était dans la bibliothèque le mercredi après-midi ou le samedi après-midi. Et sinon, les maisons des jeunes, maintenant, les maisons de quartier. Donc c'était ou la ville, ou enfin la ville, donc les programmateurs culturels de la ville, et puis ou les gens plus indépendants, quoi. Tu n'as jamais été inscrit dans un catalogue? Il y avait le AC2L. Non, non, non. Du reste, je l'apprends aujourd'hui qu'il existait ce catalogue. Je le connaissais absolument pas. Est-ce que tu connaissais beaucoup de conteurs ou est-ce que, à part ceux que tu as connus au début, comme tu as suivi un chemin plus solitaire, tu ne les as pas connus? J'en ai connu très très peu. J'ai organisé pendant 7 ans un festival de contes dans le Vexin et j'ai eu de grandes difficultés justement à trouver, à faire venir des conteurs avec, je dirais, quand je dis un contenu approprié, c'est-à-dire que en les sentant pris par les choses, et là j'utilisais bien sûr d'abord Internet et je les regardais raconter pour les faire venir. Est-ce que tu as eu l'impression, dans les conteurs que tu as connus, qu'il y avait plus d'hommes que de femmes ou plus de femmes que d'hommes, ou c'était égal? Ah, je pense qu'à l'heure actuelle, il me semble que c'est égal. Il me semble, enfin, Mais à cette époque-là? Ah non, à cette époque-là, il y avait très peu de femmes dans les compteurs dits professionnels. Enfin, à quel moment est-ce que tu as pris conscience de faire partie d'un mouvement? Est-ce que tu avais d'ailleurs l'impression de faire partie d'un mouvement, Non, d'être un pionnier? non, 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 jamais eu cette impression-là, non. Non, non, non. Peut-être que si j'avais eu cette impression-là, les choses auraient été plus aisées, puisque je serais resté avec des gens et j'aurais été programmé plus facilement ici et là. Mais de toute façon, la coupure, elle s'est faite à partir du moment où j'ai commencé à raconter des contes que j'écrivais, comme je disais tout à l'heure, sur la peur de la nuit, le pipi au lit, etc. Il y a une fameuse éditrice des éditions Nathan qui a dit qu'elle avait envie de vomir quand elle écoutait mon histoire. Qui connaissait du reste très bien la bibliothèque dont on a parlé tout à l'heure, la bibliothèque de Clamart, et qui connaissait Evelyne Servin, parce que je devais être édité aux éditions Nathan en collaboration avec la Maison de la Culture de La Rochelle, je crois que c'est en 1982, la première année où il y a eu le premier festival du livre organisé par Monsieur Lang. Et donc, je voulais absolument pas avoir d'illustration dans les contes. Je voulais que les mots restent les mots. Donc, il fallait, et je voulais que tous les contes soient édités. Donc, c'était obligatoirement dans un format roman et pas dans un format album. Donc, si j'étais resté avec le format album, les éditions de Nathan m'auraient édité parce que celui qui collaborait là était d'accord.
Et ce sont les éditions Armand Collin qui m'ont édité avec mes contes en disant que c'est formidable, c'est génial. Et quand ils ont appris qu'il y avait eu un lien par la Maison de la Culture avec les éditions Nathan, ils m'ont fermé définitivement eux aussi la porte, ce que j'ai compris. Hein, parce que si j'avais fait cela, enfin si quelqu'un avait fait cela, peut-être que j'aurais réagi de la même manière. Mais j'avais été édité dans l'école maternelle française. Eh bien, justement, puisque tu es déjà un peu sur ton parcours, on va suivre plutôt disons, ton chemin personnel dans le métier de conteur. Est-ce que quand tu as commencé, ce métier existait? Bah, j'ai découvert qu'il existait en rencontrant les gens après, en 77 à Vannes. Je veux dire, quand je suis allé là-bas, c'est que... ceci dit, j'en savais rien. Hein. Je veux dire, qu'il pouvait exister ou pas, c'était comme ça, quoi. Je racontais des... Je ne pouvais pas faire autre chose que raconter des contes. J'avais aussi l'impression de porter quelque chose qui était insupportable et qui était sur mon dos, quoi. C'était un peu la vie qu'avaient eu mes parents. J'avais aussi l'impression de parler pour des gens qui n'étaient plus là. Et d'où cette espèce d'obligation. Est-ce que tu as raconté, je crois, j'allais dire en amateur tout simplement parce que tu racontais dans la famille, avant de devenir professionnel. Mais tu es passé tout de suite au professionnel. Oui. Je suis passé tout de suite au professionnel. Il fallait que je gagne ma vie. Hein. C'était tout simplement ça. Donc, je me suis dit, j'y vais, quoi. J'ai envie de faire de la scène, j'y vais. Donc, j'ai été cogné aux portes. J'ai raconté dans les bureaux des gens qui programmaient. Quand j'avais le rendez-vous, je leur disais, c'est pas la peine que je vous présente mon travail, je vais vous raconter un conte, quoi. Et comme ça, vous verrez le travail que je fais, c'est beaucoup plus facile. Et c'est comme ça que ça a commencé, mais c'était une époque aussi où on n'avait pas besoin d'inviter les gens à venir te voir sur scène, c'était encore beaucoup plus facile. Quand je dis plus facile, c'est que, comment dire, il y avait plus de place. Aujourd'hui, il y a moins de place, il y a moins vraiment de place, puisqu'il y a beaucoup plus de monde et il y a beaucoup moins d'argent. Tu avais combien de personnes dans le public, à peu près? Ah, ça dépendait. Je pouvais avoir, par exemple, dans les écoles, entre 100 et 120, 100, ça dépendait, 150, ça dépendait de la salle et surtout de l'installation que pouvaient avoir les gens, les enfants. Alors, je me débrouillais toujours et je voulais jamais avoir qui que ce soit par terre. Vous savez, il y a cette espèce de mode où on met les gens par terre. Alors, je dis, mais pourquoi vous foutez les enfants par terre? Je veux dire, est-ce qu'on est bien installé par terre? Vous allez rester, vous, 2 heures assis par terre, comme ça, écouter quelqu'un. Alors, bien sûr, tu as toujours des gens qui disent, bah ouais, c'est sympa d'écouter par terre. Je dis non, je veux dire, déjà qu'on est debout, il y a aussi une question de se mettre à regarder. Alors, je me débrouillais toujours dans les installations, quand c'était dans les écoles ou dans des lieux qui n'étaient pas des lieux de spectacle. Je mettais, comment dire, d'abord les enfants sur des bancs, ensuite les enfants assis sur les tables et toujours en arc de cercle. Et je disais aux adultes, bah, vous vous asseyez, vous, devant par terre. Puisque comme vous êtes grand, vous pouvez regarder assez haut. Et des fois, comme je suis un râleur épouvantable et que j'y croyais, je le disais un peu chaudement. Je vois. Tu n'as donc pas suivi de formation spécifique pour raconter, ni même de spectacle. Tu y es allé directement. Non. Je me suis mis à former à former des gens et je me suis aperçu que les gens n'avaient pas envie d'être formés. Pardon, parce que plusieurs fois j'ai organisé des cours, soit sur la ville de Cergy, dans le Vexin, des choses comme ça, et finalement ce que les gens attendaient, c'est qu'ils s'assoient, raconter une petite histoire et qu'on les applaudisse, quoi. Mais de leur dire, d'essayer d'avancer, de comprendre un peu ce qu'il y a derrière le conte, la grammaire, son grimoire, ce qu'il porte, comment on est passé d'un rite
rite à quelque chose qui était un conte raconté, la symbolique, le fait par exemple que finalement on n'est pas obligé de donner des détails. Tu sais, il y a beaucoup de conteurs qui donnent beaucoup de détails. Je dis non, si on dit par exemple que le chaperon est rouge, ça veut dire quelque chose, pas la peine de raconter plus de choses que ça. Je veux dire, c'est ça qui est important. Si on dit le lion dans l'histoire, on sait ou l'ours par ailleurs, et des fois je m'amuse avec les enfants, je dis on va faire un petit dictionnaire du conte. On sait que le lion c'est le roi, on sait que l'âne est bête, alors tu as toujours quelqu'un, un adulte, oh, les ânes sont pas bêtes, et il te fait tout un détail. Je dis, c'est pas de ça dont on parle là, pour le moment. Je veux dire, et je dis alors comment par exemple on pourrait transformer quelqu'un en âne? Alors je leur dis mais c'est simple, est-ce que vous avez lu des contes? Vous avez vu, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'on donnait à manger aux ânes? On leur donnait le son. Je dis qu'est-ce que c'est le son? Alors personne, des fois même les adultes. Je dis vous avez déjà vu du blé? Vous avez déjà mangé? Oui, oui, oui. Vous avez vu quelle couleur c'est le blé? Alors donc on arrive finalement. Alors en plus ça c'était à la campagne, donc c'est plus simple. Donc il y a une espèce d'enveloppe autour du grain de blé et c'est ce qu'on donnait à manger aux ânes. Et j'ai dit dans le conte, eh ben, souvent on donnait ça à manger ça puisque le pain était la chose la plus importante, la farine, on donnait à manger du son aux gens. Généralement ça pouvait être la sorcière et ils étaient alors transformés en ânes, par exemple. Je veux dire, et je leur disais aussi, alors, et ça j'insiste toujours aujourd'hui, je dis on dit bête comme une oie. On dit bête comme une oie. Je dis mais vous savez, personne n'a le droit de vous dire que vous êtes bête. Et ça je le dis pour tous ceux qui pourront l'écouter, et puis si jamais d'autres personnes l'écoutent. Parce que qu'est-ce qu'elle a en elle, l'oie? Elle a des plumes. Et à quoi servaient les plumes? À écrire. Ce qui veut dire que dans la personne qu'on appelle la plus bête qui soit, elle a une richesse absolument tellement incroyable, mais qu'on n'a pas laissé s'ouvrir. À cette époque-là, comment est-ce que je dis bien à cette époque-là, comment est-ce que tu choisissais tes histoires? Alors, je choisissais mes histoires, j'en sais rien. Non mais je veux dire, les choses, elles se construisaient comme ça, elles venaient. Je sais que le premier spectacle construit s'appelle Le Roi, etc., dans lequel j'ai pris, où je raconte l'histoire d'un petit lièvre qui doit ramener avec un grain de maïs un taureau, et puis dedans j'ai mis deux histoires que j'ai. Deux histoires juives qui sont dedans, puisqu'il doit raconter pour obtenir ce qu'il veut. Et les choses, elles se sont bâties comme ça au fur et à mesure. Et petit à petit, je suis venu à ce que pouvaient ressentir comme souffrance les enfants, et peut-être l'enfance qu'on porte en soi, puisque le deuxième s'appelait le 29 février. Et parce que c'était l'histoire d'un homme qui avait autant d'enfants que 4 jours dans l'année, et lorsque naît le 366e, il ne sait pas comment l'appeler parce que tous les noms sont déjà utilisés. Et il va le vendre contre de la nourriture, je dirais. Et je sais que beaucoup de gens se sont retrouvés dedans, et beaucoup même de gens qui venaient d'Afrique à l'époque à laquelle je travaillais, puisque beaucoup de gens disaient qu'ils avaient été vendus par leurs propres parents. Et aujourd'hui, on commence à découvrir et eux à parler, alors qu'à l'époque, on disait ah la culture africaine, ah, la culture africaine. Et puis il y a des gens qui venaient d'Afrique. Ah Jean, t'es africain, donc t'es un conteur, etc. Donc c'était un fouillis et je dirais épouvantable. Et ces contes, tu les trouvais dans des livres? Tu les avais entendus? Alors, je les avais entendus. J'ai été un moment dans une école juive, donc il y avait le moment où on racontait des contes, on lisait des contes. Donc, avant d'en écrire moi-même, je serais incapable de te dire vraiment d'où ils venaient, mais je les connaissais. Et donc, je les ai réutilisés à ma sauce, si tu veux. Là, j'ai mis un peu de poivre, là, un peu de piment, et j'ai fait ma propre nourriture, quoi. J'ai préparé mon propre repas que j'allais offrir aux gens. Est-ce que, quand tu étais invité en spectacle, festival, est-ce qu'on donnait ton nom ou est-ce que c'était le titre du spectacle qui paraissait le plus important Pour moi, pour les organisateurs? tout dépendait. Si jamais c'était un festival avec des contes où il y avait plusieurs conteurs, c'était le nom qui mettait en avant.
Et lorsque c'était normal, ils mettaient les deux au même titre. Je veux dire, il n'y avait pas spécialement de, de, de différence. Moi, je me sentais investi complètement dans le spectacle, donc le spectacle pouvait apparaître en premier avant mon nom. Est-ce que tu as, je change de sujet, est-ce que tu as fait des collectages de contes, de récits de vie? Alors, des récits de vie, oui. De contes, non. C'est-à-dire que je suis fils de rescapé. Donc, si tu veux, tu sais pas si tu as le droit de vivre ou pas le droit de vivre. Et donc, maintenant qu'ils ont pratiquement tous disparu, qu'ils commençaient à tous disparaître, si tu veux, il fallait prendre en charge un peu une parole qu'on essayait d'effacer. Et donc, j'ai collecté cette souffrance. Oui, je comprends. Est-ce que tu avais, quand tu racontais comme cela, est-ce que tu avais conscience de développer une forme artistique différente ou nouvelle? Alors, certains conteurs disaient non, Zvika, c'est pas un conteur. Parce qu'il ne reste pas assis, tu as vu, il est debout, il bouge, il n'arrête pas. C'est un comédien, c'est pas un conteur. Bon. Après, j'ai rencontré des conteurs africains, dit ah, enfin un conteur. Donc, je veux dire, c'était pas gênant. Sauf que ce premier groupe dont on parlait, qui s'occupait de développer le conte et d'organiser des choses, m'ont mis en marge. Au début, j'en ai énormément souffert, et maintenant, je me dis que j'aurais pas fait ce travail que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui si j'avais pas été mis en marge. Là, le dernier conte que j'ai écrit, qui va être en livre. Et bon, la difficulté, là, c'est de trouver maintenant, parce que ça y est, j'ai pris le pas. Hein, il y aura une illustratrice qui travaille. C'est sur les soins palliatifs. Donc, si tu veux, j'ai décidé de mettre les deux pieds, les deux mains dans la merde, là où il y avait de la souffrance, et d'essayer d'utiliser le conte comme quelque chose. Comment dire, quand les gens disent ah mais les contes ça finit toujours bien, je dis non, c'est pas ça. Non mais même c'est pas ça, Hélène, que je veux dire. C'est que je veux dire, quand ça finit bien, c'est de montrer qu'il est possible d'une situation qui va très mal de pouvoir s'en sortir. C'est ça que dit, c'est ça cette idée du bien finir. Et alors ensuite, là, je me suis dit, bon, il y a plein de choses dont on parle pas, si tu veux, il me dit, bah, peut-être que c'est, puisque les autres racontent des contes traditionnels, ils décident de faire perdurer, c'est leur monde, à moi peut-être de raconter ou plutôt d'utiliser le conte comme de raconter cette douleur qui touche beaucoup de gens, parce qu'au bout d'un moment, tu t'aperçois que ce que tu crois comme étant personnel, ou quand tu écris ce propre conte-là, et bien d'un seul coup, après le spectacle, bien sûr, tu as des gens qui disent « Ah ben moi, j'ai vécu ça avec ma mère, moi j'ai vécu ça avec mon mari ou ma femme, des fois même avec mes enfants, parce que j'ai été travailler à l'hôpital de Villejuif, à l'école des enfants avec le cancer, où j'ai raconté un conte sur la mort, justement. Et il y a une des personnes qui disait ça va pas, non, tu ne peux pas leur raconter ça. Et finalement, c'est la seule chose dont les enfants ont parlé, parce qu'ils m'ont dit que c'est la seule chose dont on les empêche de parler, évidemment, puisque comment un papa et une maman puissent imaginer qu'un enfant meurt avant eux. Comment est-ce que tu les travaillais, tes histoires? Est-ce que c'était de la répétition? Est-ce que tu avais besoin d'un regard extérieur? Ou est-ce que tu les travaillais seul? Ah, je le travaille tout seul, et après j'ai besoin du regard extérieur, quand c'est terminé. Alors, j'écris mes contes en vers.
je ne cherche pas à faire de la poésie, hein, c'est que je lui donne un rythme. Et ça donne un rythme toujours comme ça, dans lequel j'arrive à faire entrer le corps, j'arrive à faire entrer le silence, j'essaye d'être un peu musical, quoi, au travers de ça. Et donc j'essaie de le travailler comme ça. Et donc j'ai toujours cette écriture qui est à cheval entre l'oral et l'écriture, puisque justement c'est écrit en vers. Voilà, et donc je le travaille comme je peux, quoi. Hein. Là, j'apprends moins vite qu'avant, donc je travaille, je travaille longtemps avant de mettre le spectacle en place et de le faire. Donc tu as inventé en quelque sorte ton propre style. Moi, j'en sais rien si j'ai un style, parce que ça se trouve, les gens en le regardant, ils ont déjà vu ça ailleurs. Hein. Tu sais, quand on vit dans un monde comme ça, on copie des fois sans faire exprès. Je veux dire, je ne sais pas du tout si j'ai inventé mon propre style. Je dirais certainement pas, hein, sinon je l'aurais déposé, vendu et gagné des sous avec. Est-ce que tu as eu besoin d'outils lorsque tu racontes, outre ton corps, est-ce que tu as eu besoin de gens qui jouent de la musique, de danse, de chanter? Non, jamais, jamais, ça m'est jamais venu là. Là, je m'amuse dans le prochain spectacle parce il y a des petites choses comme ça, des questions qui sont posées au public à un moment donné où je prends le marteau ou le gling des enchères comme ça quand quelqu'un a dit une bêtise et puis je m'amuse comme ça à jouer avec le public. Donc j'ai mon truc super structuré, si tu veux, dans lequel j'ai déstructuré quelque chose qui permet d'avoir ce lien avec eux et de m'amuser avec eux. Mais je n'improvise pas dans mon spectacle. Il semblerait, en ayant parlé avec d'autres conteurs, qu'ils improvisaient. Moi, c'est écrit. Du reste, quand tu as 20 spectacles à faire, il vaut mieux que ce soit écrit plutôt que d'improviser. Si tu y vas avec un mal de tête, à te taper la tête contre les murs, c'est encore mieux que ce soit improvisé, que ton corps enfin pour moi, de ne pas improviser justement et que ton corps ait une espèce de mécanique qui permet de faire ça. Et qui en même temps m'offre une possibilité justement de sortir de ça et de m'amuser autant que je veux avec le public et de revenir au spectacle. Tu étais donc plutôt sur la France comme territoire pour raconter. Oui, la France, la Belgique, la Suisse. Je devais partir l'an dernier en Afrique. Bon, je partirai l'année prochaine si tout va bien à Douala. Et sinon, oui, la France est déjà bien assez grande. Et puis en Israël, je suis allé en Israël aussi raconter. Et est-ce que tu as été en position de formateur ou pas très longtemps? Alors, j'essaye aujourd'hui de monter une école du conte. Nous parlons du passé, là. Oui, mais pourquoi je dis ça, c'est que plusieurs fois j'ai essayé de monter des cours, on m'a demandé dans les villes, tu sais, il y a des ateliers comme ça, comme la ville de Cergy, ville de Vauréal, d'Argenteuil, bon, il y a des cours de théâtre, des cours de ceci, des cours de cela, Zvika, pourquoi tu ne nous fais pas un cours de conte? Il y a très peu de gens qui viennent, ou alors je ne suis pas là pour eux. Je veux dire, je ne suis pas là pour simplement leur donner une histoire et qu'ils aillent me la raconter, que les gens disent ça. Pourquoi je disais le présent, c'est que j'ai envie de me cogner à quelque chose, à travailler à quelque chose et aller beaucoup, beaucoup plus loin. Je dirais en même temps dans la recherche, dans ce qu'on peut apporter. Et non, avoir 20 mamans, 15 papas, c'est pas mon truc. Avant que nous ne commencions à enregistrer, tu avais parlé de Jacques Coutureau, que tu as bien connu. Oui, oui, oui. C'était un monsieur d'une gentillesse absolument extraordinaire et qui venait
d'un groupe musical dont j'ai perdu le nom et je vous en demande pardon, mais allez chercher ce qu'il a fait. Il a enregistré La Forêt des Heures, du reste c'est lui qui m'a emmené à enregistrer mon premier disque dans le sud de la France avec Jean-Claude Rocher, qui était un monsieur qui enregistrait les oiseaux à travers le monde, donc avait une oreille épouvantable et on recommençait quand il y avait des thuds. Alors que maintenant, on écoute un disque, s'il y a plein de se, plein de me, tout le monde s'en moque complètement. Et lui était d'une justesse extraordinaire. Et Jacques était quelqu'un que j'aimais vraiment beaucoup et avec qui on pouvait discuter, refaire le monde, je veux dire, parler des contenus. Parce qu'il venait aussi il venait aussi d'ailleurs. Bon, il est tombé malade, ça l'a coupé du monde du travail aussi, il en est mort du reste. Mais c'était quelqu'un vraiment comme ça. Il jouait de l'orgue de verre en même temps Il qu'il jouait, chantait. pardon, l'orgue de verre. Mais je crois que Jacques et Bruno de la Salle connaissaient les frères Bachet. Je crois que c'est comme ça qu'ils ont eu des orgues de verre. Et il utilisait l'orgue de verre. Et comme c'était un musicien, je veux dire, il avait beau être derrière, il avait beau bouger dans tous les sens. Au bout d'un moment, on ne voyait plus l'orgue de verre, Jacques. On les voyait tous les deux. Il y avait une espèce d'unité qui se faisait et il n'était pas derrière un instrument et il ne faisait pas de la musique. Bien sûr, il faisait de la musique, je veux dire, mais c'était unique. Tu vois, c'est comme souvent, moi je pense qu'on n'a pas besoin, moi je ne veux pas d'instrument, je ne veux pas de musique, je veux rien du tout. Je pense que le corps est suffisant, la parole est suffisante, il y a suffisamment de musique si on la travaille. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas y mettre de la musique si quelqu'un met de la musique. Après, c'est pas un parti pris en disant le conte doit être comme ça, etc. Ça ne me vient pas à l'idée, quoi, tout simplement. On vient de parler d'un souvenir qui est un beau souvenir pour toi, mais est-ce que tu as des souvenirs de galères, de moments difficiles dans les conditions de travail, les relations à d'autres, par Oui, rapport au oui, répertoire? oui, des moments de galère, oui, j'en ai eu des moments de galère. Je les ai eus surtout dans les blocages qui se sont faits à certains moments donnés par certaines personnes, je veux dire. Et il a fallu presque reprendre, pas à zéro, mais presque en rencontrant les gens et puis de dire: ah bon, c'est toi, Zvika? Ben alors c'est ça que tu fais, c'est pas du tout ça que j'ai entendu ou ce qu'on m'avait dit. Donc il y a eu ces moments de galère assez fortes. Sinon j'ai travaillé tout le temps et puis les moments de galère que j'ai eus, c'est des mauvaises rencontres avec des gens qui sont partis avec la caisse de l'association, quoi. Et est-ce qu'il y a eu des moments plus agréables où tu as eu l'impression d'être tout à fait légitime et utile dans ce que tu faisais? Bah, j'espère être utile, légitime, je m'en moque. Enfin, je veux dire, mais je ne me pose pas la question. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je veux dire, je ne sais pas comment, comment dire. Je veux dire, ça se pose pas. Si personne ne m'écoute, tant pis pour moi. Je veux dire, c'est que j'aurais mal travaillé ou mon travail ne parlerait pas aux gens et donc. Ce serait un mauvais travail, mais j'ai pas du tout ce sentiment-là, quoi. Lorsque tu as commencé à raconter, comment est-ce que tu as juridiquement organisé? Oh, bah, à l'époque, je me suis mis avec les vignettes de sécurité sociale, artistes qu'il y avait, les comptes et enfin ces formules-là. Et puis, alors là, la galère, elle m'est arrivée quand je suis arrivé à l'âge de la retraite. Je continue à travailler où j'ai demandé. Je me suis aperçu que 19 années de mairie n'avaient pas payé mes charges sociales. C'est-à-dire que comme je me moquais complètement, je n'avais pas d'enfant,
La CAF, j'en avais strictement rien à faire. Ils payaient la sécurité sociale. J'avais une mutuelle de l'autre côté. Je me suis jamais posé la question, quoi. Et 19 années. Alors j'ai dit, bah, c'est pas compliqué. Ce sont des mairies, madame. Vous allez pouvoir récupérer les sous. Il me fait non. Les mairies, on peut pas. Il faudrait que vous retourniez dans chaque mairie, leur redemander les papiers, leur faire payer ce qu'ils avaient à payer pour pouvoir récupérer votre retraite. Donc j'ai travaillé 42 ans. Et j'ai aujourd'hui une retraite de 560 euros. Tu parlais de galères, c'est à mettre au titre des galères, ça. Oui, mais je continue à travailler, donc ça va. Je veux dire, tant que j'arriverai à travailler, ça ira. Après, bon, on verra. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je dise? Est-ce que, à cette époque, tu te considérais, alors il y a plusieurs possibilités, peut-être pour tout ça, comme un artiste, un artisan, un passeur, transmetteur, éducateur, amuseur? J'en sais rien. En tous les cas, si j'étais amuseur, c'est super. Je veux dire, parce que vous ne pouvez pas savoir à quel point on peut faire passer les choses justement comme ça. Hein. Je donne juste un petit exemple. Hein. Je veux dire, par exemple, j'ai une histoire sur le pipi au lit que je raconte et où vous savez que le pipi au lit touche aussi bien les adultes que les enfants. Hein. À tel point que sur Internet, vous trouvez des méthodes pour les adultes pour qu'ils arrêtent de pisser au lit. Je veux dire, c'est de la folie ce truc. Et je racontais donc dans l'histoire parce que pour pouvoir vraiment parler des choses et de ne pas blesser les gens qui pourraient être atteints du pipi au lit, je disais que l'enfant, lui, il faisait tellement pipi au lit que pour ne pas se noyer, il dormait avec une bouée. Ce qui fait que n'importe quel enfant dans la salle, même celui qui faisait pipi au lit, il éclatait de rire. Ça ne pouvait pas exister, ça. Et donc d'arriver toujours à parler de choses difficiles, mais d'abord en faisant rire et surtout en donnant ensuite la solution, ou en disant en tous les cas qu'on peut s'en sortir et le personnage s'en sort avec grande difficulté du reste, mais il s'en sort. Au fond, c'est ton engagement à toi, ça. Oui, mon engagement à moi à l'heure d'aujourd'hui, par exemple, pour parler à l'heure d'aujourd'hui, c'est d'essayer de calmer les gens. Je veux dire, c'est d'essayer de calmer cette espèce de violence que je vois monter et qui commence à réellement me faire peur, surtout dans les quartiers où je travaille. Et je me dis qu'en essayant je veux dire, je ne me pose pas la question. Si je fais le point, je me dis, allez, il faut aller au charbon. Il faut aller au charbon. C'est ce qui fait que je compte, je fais ces ateliers d'écriture et j'emmène aussi des classes de quartiers violents, je dirais, à Auschwitz pour qu'ils voient un peu ce qui se passe. Et étant maintenant, alors parce que j'ai rien à passer, hein, je veux dire, j'ai juste envie, comment dire, j'aurais envie que les gens se réconcilient d'abord avec eux-mêmes, se réconcilient, et puis je me dis que c'est tout. Je veux dire, j'ai pas ce pouvoir malheureusement, mais je veux dire d'essayer juste un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. Et quand je suis dans des classes avec des mots en difficulté et qu'on écrit les contes et qu'en plus les contes sont écrits en vers et que je les force à écrire en vers de 8 pieds, alors ils pensent bien sûr que ça va être plus difficile. Finalement c'est plus facile parce qu'il y a la sonorité, etc. Et qu'à la fin ils ont leur livre qui est édité et qu'ils voient ce qu'ils ont fait, ils n'en peuvent plus. Alors je leur dis, hé, maintenant, demain, il faut faire mieux. Hein. T'as vu, hein, t'es capable. Alors maintenant, on y va. Il faut y aller, il faut y aller. Et c'est tout. Je veux dire, je suis né pour ça, puisque j'aurais pas dû naître. Donc j'ai cette chance-là. Et pour finir, est-ce qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas évoqué qui te tient à cœur et que tu aimerais ajouter pour conclure? Non, rien de particulier, sauf que c'était quand même une vie beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Et
Et on a eu cette chance de vivre cette vie quand même qui était beaucoup plus facile aussi, je dirais, avec la libération des mœurs, juste avant tout ce qu'on a pu vivre de beau. Il y avait aussi le fait d'avoir envie de vivre en communauté. Il y a eu tout ce mouvement-là, cette espèce de lien qu'il y avait en tous les cas parmi là où j'étais. Et c'était vraiment une chance extraordinaire. Et puis en plus, je veux dire, je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'ai 66 ans et je n'ai pas connu la guerre. Bien, je crois que nous finirons là-dessus. Merci, Tvika. Merci.